Vous le savez, dans cette émission, on aime explorer la face cachée du monde, on aime autant que possible donc mettre un petit peu de lumière sur les zones d'ombre. Et quel sujet plus infiniment riche et plus infiniment chargé de zones d'ombre que celui des ovnis. Alors on va essayer de faire un petit point ce soir avec deux invités. À ma droite, donc Thibaut Canuti, bonsoir. Bonsoir. Alors Thibaut Canuti, vous êtes conservateur des bibliothèques et vous êtes l'auteur d'un livre intitulé Un fait maudit, donc historique et phénoménologie du fait ovni. Voilà, donc on aura largement l'occasion d'en reparler au cours de l'émission. À ma gauche, Jérôme Frasson, bonsoir. Bonsoir Patrick. Alors Jérôme Frasson, vous êtes membre d'UFO-Science, qui est donc une association liée à l'étude. Oui. Ainsi que pilote amateur d'ailleurs, oui. Donc ça aura peut-être son importance pour la suite du débat. Alors bien évidemment, à nos côtés, Thomas, bonsoir à toi. Bonsoir Patrick, bonsoir nos deux invités, même plutôt en face de toi pour une fois. Oui, effectivement, puisque Thomas se trouve donc dans la régie aux côtés de Mika. Bonsoir Mika. Alors, au cours de cette émission, nous allons aborder des faits importants de la mythologie ovni. Nous allons rebondir dessus, nous allons débattre. Donc, n'hésitez pas à intervenir quand vous le voulez. Et je voulais démarrer par les éléments fondateurs. Et donc, Thibaut, vous me disiez hors antenne que les éléments fondateurs eux-mêmes sont très discutés. Donc, l'élément fondateur de l'ufologie moderne au XXe siècle, en tout cas, c'est l'observation de Kenneth Arnold. Oui, absolument, c'est ça. Oui, c'est en tout cas l'élément fondateur d'un point de vue médiatique, quoi, hein. C'est les 9 soucoupes au-dessus du Mont Rainier qui sont observées par Kenneth Arnold, qui est un pilote amateur, et qui va entraîner ce Kenneth Arnold dans des enquêtes qui va un petit peu fonder l'ufologie. Mais comme je te disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on pourrait dire qu'il y a d'autres cas qui sont presque tout autant fondateurs. Donc on parlait de Fatima, que vous avez déjà traité dans votre émission, en 1917, et 1896-1897, une grande vague d'ovnis qui dure à peu près 1 an et demi au-dessus des États-Unis en l'occurrence. Et alors ce que vous dites dans votre ouvrage, c'est que le phénomène ovni, contrairement à ce qu'on peut imaginer, il est quasiment aussi ancien que l'humanité, puisque dans beaucoup de textes antiques et dans beaucoup de cosmogonies, on retrouve des éléments qui peuvent s'apparenter à la mythologie ovni, des observations dans le ciel, etc., des représentations. Alors donc, vous en parlez au début de votre livre, hein, je crois. Oui, absolument. Alors, c'est vrai que je m'attarde pas spécialement là-dessus, pour plein de raisons, parce qu'évidemment, il y a une distance qui fait que, bon, ces faits-là ne peuvent pas être appréhendés de la même manière. Il y avait des connaissances astronomiques qui n'étaient pas là. Je pense que Jérôme pourra en dire 2 mots. Pour autant, c'est vrai qu'on retrouve trace à peu près dans toutes les grandes mythologies, dans toutes les grandes cosmogonies, dans les textes religieux, notamment, et d'ailleurs assez clairement, hein, d'entités venues du ciel, souvent à bord de vaisseaux. On retrouve ça notamment dans les mythes de l'ancienne Sumer. Et puis, on retrouve des tas de cas, des boucliers volants à l'époque romaine, j'en passe et des meilleurs. Et ce qui est, à la limite, peut-être même encore plus intéressant, c'est que on retrouve aussi cette aspiration chez l'être humain. C'est-à-dire que, effectivement, dès l'Antiquité, en tout cas, c'est sûr, on a des auteurs qui postulent de mondes habités à l'extérieur de notre galaxie. Alors Jérôme, en tant que pilote amateur, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le cas justement de Kenneth Arnold, qui a été le créateur du terme soucoupe volante, donc flying saucer. Alors le terme flying saucer, c'est un terme qui a été créé en fait par Kenneth Arnold pour donner un nom à ce qu'il avait vu. En fait, Kenneth Arnold était un homme d'affaires. Et en 1947, il prend son avion pour se rendre à un rendez-vous professionnel. Et là, il survole les montagnes à un moment donné et il aperçoit une série d'engins bizarres. En fait, ils n'avaient pas la forme de soucoupe, ces engins, ils avaient une forme de V. Et il les décrira plus tard comme, il dira, c'était comme des engins, c'était comme des soucoupes qui ricochaient sur l'eau. Flying saucers, des soucoupes volantes, littéralement. Et c'est ce terme qui a fait écho dans la presse et qui est devenu un terme acquis, en fait, soucoupe volante, puisqu'avant les gens n'avaient pas le moyen de dire vraiment ce qu'ils voyaient, parler de choses dans le ciel, de globes, etc. Alors, excusez-moi, une petite, si on veut vraiment taper dans l'histoire, hein, ouais. Il y a un cas qui se passe à la fin du 19e siècle aussi,
et où on a déjà une évocation comme ça. Donc ça, c'est assez intéressant. On a déjà, je crois que c'est en 1878, je retrouve pas là dans mon bouquin la page exacte où il y a ça, mais il y a une évocation comme ça d'un témoin qui dit effectivement qu'on aurait dit une assiette renversée comme ça qui ricoche sur l'eau. Donc c'est intéressant parce que déjà il y a une similitude de forme, hein, mais ça qui est très ancienne, qu'on retrouve quand on fait des recherches autour de ce type d'observation dans l'histoire. Et puis plus intéressant, il y a une similitude de mouvement. C'est-à-dire un mouvement comme ça qui est assez erratique, hein, qui a désordonné, comme si il était mu par quelque chose, en tout cas un principe qui est pas celui de nos avions modernes, quoi. Voilà. Alors, dans l'inconscient collectif, un des événements, si ce n'est l'événement le plus important, celui qui est le plus connu en tout cas, de l'ufologie moderne, c'est bien évidemment le cas de Roswell, donc en 47. Alors, qui veut démarrer par rapport à cette histoire, Thibaut? Déjà, comment est-ce que l'objet de Roswell est découvert à la base? Bon, ben Roswell, pour faire bref, parce que c'est vraiment une histoire, puis que certainement tes auditeurs connaissent, hein. Mais Roswell, en gros, c'est un fermier qui découvre, donc il s'appelle Mac Brazel, qui découvre des débris assez étranges, assez exotiques, enfin en tout cas aux propriétés complètement exotiques, qui va laisser traîner ça un moment parce qu'en gros il a des moutons à ranger, le type il a vraiment d'autres choses à faire, quoi. Et puis il va aller trouver le shérif du coin, il lui en parle, ils préviennent l'armée, et à partir de là tout s'accélère. Il y a d'abord donc une première annonce assez étrange là-dessus. Les spécialistes de la question s'accordent pas trop sur l'interprétation à donner à ces faits, mais il y a une première annonce de l'armée qui déclare en gros on a trouvé une soucoupe volante, et une seconde le lendemain qui dit bah la soucoupe volante c'était des débris d'un ballon météo, quoi, en gros absolument banal. Et de là se suit une controverse absolument phénoménale. En gros, le phénomène reste, enfin le mythe Roswell va rester enterré pendant à peu près 20 ans. Mais il est dans les coulisses, il traîne dans les coulisses de l'ufologie. Notamment, il y a un bouquin de Frank Edwards qui sort en 66, dont je me rappelle plus le titre. Mais qui dit c'est comme cette histoire à Roswell au Nouveau-Mexique où finalement l'armée est venue, a tout bouclé et a fait croire que c'était un ballon météo, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et après, en 78, il y a Jess Marcel qui était le major du renseignement de la base de Roswell, qui lâche le morceau, qui est à la retraite, puis qui dit bah écoutez, c'était pas un ballon météo. Moi, les propriétés des débris que j'ai trouvés, c'était une élasticité étrange. On pouvait froisser l'objet, il revenait dans une surface plane, des baguettes de balsa, des espèces de hiéroglyphes. Il ramène tout ça d'ailleurs dans la nuit, tellement il est choqué, le gars, à sa famille. Il montre ça à son fils qui s'en souvient encore. Et de là, alors s'ensuit aujourd'hui, je veux dire, c'est plusieurs centaines de témoins directs et indirects de cette histoire-là. Et alors donc ce Mac Brazel, est-ce qu'on sait ce qui lui arrive après l'observation? Jérôme Mais il m'a semblé avoir entendu dire que tout subitement, il a abandonné l'affaire, et puis bon, il s'était retrouvé dans une très bonne situation, une nouvelle ferme, etc. Mac Brazel, ce qui est sûr, c'est que, excuse-moi, Jérôme, mais il va enregistrer une émission de radio avec un certain Walt Whitmore, donc la radio locale qui s'appelle KGFL. Finalement, il le dit à quelques personnes, hein, certaines personnes de son entourage, sa famille. Là, après, finalement, plusieurs jours dans une base qui vont aux États-Unis, des témoins qui engagent une responsabilité juridique pour ceux qui les disent. Et là, le type disparaît pendant plusieurs jours. Et quand il revient, il a une camionnette neuve, apparemment. Et il dit plus jamais je reparlerai de ça, et si je retrouve des débris, je préviendrai pas l'armée. C'est tout ce que j'ai à dire, en gros. Et après, il va se taire pendant des années, sauf sa fille qui va parler bien des années plus tard. Alors bon, arrêtez-moi si je me trompe, mais je crois que après le crash, il y a eu un article dans la presse locale dans lequel l'armée disait avoir récupéré un ovni avant de s'être démenti par la suite. Donc ça, est-ce que c'est pas une tentative de désinformer la population en leur faisant croire qu'il y a quelque chose alors qu'il n'y a rien, pour cacher peut-être des trucs plus importants? On sait que bon, il y avait une espèce de course à l'ovni aussi avec la Russie notamment. Qu'est-ce que vous pensez de cette hypothèse-là? Pourquoi se démentir juste après avoir admis qu'il y avait eu un ovni? Non, pas de... Il y a des explications qui sont avancées, elles valent ce qu'elles valent. C'est difficile d'y voir clair dans la dialectique, dans la communication militaire, surtout une communication qui a 60 ans d'âge.
Ce qu'on peut dire, c'est que peut-être, en fait, c'était peut-être un des tout premiers cas où on récupérait des engins comme ça exotiques et où on savait pas trop en fait quelle était la marge de manœuvre à suivre. Donc ça peut être une hypothèse. En fait, ils ont commencé par dire la vérité, pour finir par reconnaître au dernier moment en cata, pour ainsi dire, bon, on a fait une connerie, finalement c'était autre chose. Peut-être qu'il y a eu aussi des canaux d'information qui ont été saturés, ils n'étaient pas ce qu'ils étaient à l'époque, donc il y a peut-être eu en fait tout simplement un cafouillage, hein. L'armée est coutumière de ce genre de choses, hein. Mais d'ailleurs, il me semble qu'il y a eu un démenti définitif il y a quelques années de ça. L'armée est revenue sur l'affaire de Roswell parce qu'on en parlait beaucoup, parce que entre-temps les X-Files sont passés par là, donc c'est vrai que ça a remis un petit peu l'histoire sur le devant de la scène. Et donc l'armée a redémenti catégoriquement en disant c'était bien un ballon météo et les corps qui ont été retrouvés étaient ceux de mannequins de bois, je crois, ou quelque chose. Non ? Au sujet de la fameuse autopsie de Roswell dont on a entendu parler il y a quelques années, il y a quelque chose de beaucoup plus pervers que ça en matière de désinformation. C'est que, comment dirais-je ? On a eu ce fameux film qui a été distribué où on montrait une soi-disant autopsie d'un corps extraterrestre. De Ressentilly, oui. Voilà. Et quelques temps plus tard, l'auteur de ce film s'est révélé à la presse et a dit bon c'est moi qui ai fait ça, c'était un Anglais. Ça l'a beaucoup amusé que le film fasse le tour en fait de la planète. Ce qu'il y a, c'est que ce qui est très étrange, c'est que dans ce domaine-là, si vous voulez, si quelque chose ne peut plus être contenu, parce que garder un secret pendant 60 ans, c'est très très long, c'est pas possible, il y a automatiquement des fuites au bout d'un moment. L'administration américaine, elle est tellement énorme qu'il finit par sortir des bribes. Que le dernier rempart, je dirais, des informations, c'est de tout livrer en vrac, de faire étalage de tout, pour que ça paraisse tellement invraisemblable que ça soit rejeté d'office. Et à la limite, si on mélange du mensonge à la vérité et qu'on le fait ressortir comme étant quelque chose de faux, c'est-à-dire ce film, cette fameuse autopsie, les gens vont considérer que tout le reste est faux. Alors que c'est pas forcément le cas. Et oui. Il y a ça, si tu me permets, Patrick. Puis alors, il y a un autre truc, c'est que cette vidéo, en fait, elle sort à un moment super opportun. C'est-à-dire qu'elle sort à un moment donné où il y a ce qu'on a appelé le rapport du GAO. Alors le GAO, il faut savoir, c'est le General Account Office. C'est l'équivalent de notre Cour des comptes, à peu près aux États-Unis. Et sous la pression de ses administrés, il y a un sénateur du Nouveau-Mexique qui s'appelle Stephen Schiff et qui dit ok, d'accord, ça fait des dizaines d'années que ça traîne cette histoire de Roswell. Moi, je suis sénateur, je vais aller réclamer la vérité. Et là, toutes les portes se claquent devant lui. Donc finalement, il s'énerve, mais véritablement, il n'aime pas du tout qu'on le traite comme ça. Et il soumet une requête au GAO. Et alors là, quand on soumet une requête au GAO, ça se passe comme ça. Le GAO, on est obligé de lui répondre. Donc le GAO, par contre, on ne peut pas lui fermer les portes. Et là, le GAO va voir, un par un, toutes les centrales de renseignement, fait des requêtes très précises à partir de mots-clés et tout. Et à partir de ce moment-là, je veux dire, quand il commence à être manifeste que le GAO va sortir un rapport qui sera assez craignos pour les autorités, à ce moment-là, comme par hasard, sort effectivement cette vidéo qui accapare toute l'attention et qui est manifestement effectivement une rigolade et qui du coup va complètement faire passer sous silence les conclusions de ce rapport du GAO. Et le rapport du GAO, il sort en même temps que des articles au Washington Post. Les articles du Washington Post sur Roswell, il faut dire, le Washington Post, c'est l'équivalent du Monde, hein, c'est très sérieux. Et là, il y a carrément des grands journalistes qui disent, ce qu'on peut dire de notre enquête, c'est que on dissimule something big, quelque chose d'important est dissimulé derrière ça. Et le rapport du GAO dit, nous, tout ce qu'on peut dire, c'est que, comme par hasard, toutes les archives ont disparu. Alors ça, c'est un truc qui est complètement hallucinant. C'est que, contrairement à toutes les règles en matière, ils retrouvent la trace de la destruction, mais sur le bordereau de destruction des archives, donc les archives de la base de Roswell, pendant une période de 2 ans, qui couvre bien évidemment l'affaire de Roswell. Toutes les archives ont disparu. Les archives de la police militaire, qui étaient indépendantes, les MP, les MP américains, avaient leurs propres archives, elles ont disparu aussi. Et comme ils en sont autour de cette affaire-là, le GAO demande aussi pour le MJ12. Et là, on lui répond, alors il y a l'AFOSI. L'AFOSI, c'est les services secrets de l'Air Force. Disent, on a bien un document qui comporte les mots MJ12, mais on n'arrive pas à le trouver. Donc, mais c'est ça les réponses qui sont données. Hein. Je veux dire, il est disponible, le rapport de l'Air Force. Hein. C'est assez hallucinant, quoi. Thomas ? Oui, non, moi je voulais un petit peu revenir sur la vidéo parce que l'hypothèse effectivement de sortir une vidéo pour décrédibiliser l'ensemble me paraît une hypothèse intéressante.
Surtout que quand on se penche, et là je demande un petit peu votre avis là-dessus, quand on se penche sur cette vidéo, je trouve que pour une bonne blague, les moyens mis en œuvre dans la réalisation sont assez énormes. Enfin, je veux dire, même de nos jours où c'est devenu coutumier de faire des blagues sur Internet pour que ça fasse le tour du monde, etc., on a rarement vu des canulars aussi bien faits, ou alors c'était carrément des marques qui faisaient ça à vocation publicitaire, mais on a rarement vu des canulars aussi bien faits, circuler ou être distribués. Et c'est vrai que, mis à part certains détails, alors moi je pense à un dossier de Science et Vie qui avait étudié justement la vidéo, qui avait analysé donc plusieurs plans, etc., pour démontrer que ça tenait pas la route, et notamment grâce à des éléments de décor qu'il y avait, etc. Donc le dossier était solide, mais n'empêche que la vidéo, elle, je trouve, avait beaucoup de moyens pour quelqu'un en amateur qui a juste voulu faire marrer le monde, quoi. Mais de toute évidence, même si cette vidéo était réelle, même si à la base il y avait une vidéo d'une réelle autopsie, supposons, je veux dire, il suffit de faire circuler une vidéo qui soit un fake, qui soit ressemblante trait pour trait, qui soit une reconstitution, qui soit largement diffusée et qu'on va présenter ensuite comme un faux, officiellement. Du coup, même la vidéo de base, celle qui était réelle, automatiquement va être englobée avec l'autre. Automatiquement. On peut à la limite couper, faire un mélange de choses vraies et de choses fausses. Et puis, en l'occurrence, pour cette vidéo, je précise quand même que le type qui avait fait les effets spéciaux s'est dénoncé. C'est-à-dire, l'a dit, c'est moi. C'est moi qui ai fait ça, j'ai fermé ma gueule pendant des années, mais c'est moi. C'est un pro d'ailleurs. Et c'est ce que les membres du rapport Cometa, alors ceux qui connaissent les ovnis connaissent sûrement le rapport Cometa, appellent ça en fait de la désinformation amplifiante. Et c'est vrai que le meilleur moyen de faire en sorte qu'un truc soit carchérisé, qu'une idée soit carchérisée, c'est de mettre une avalanche de données plus ou moins fallacieuses. Et c'est vrai qu'après, le grand danger, c'est d'être incapable de faire le tri, finalement. C'est ce qui se passe. J'avais vu dans un documentaire justement sur Roswell que, à la même époque, on en parlait un petit peu tout à l'heure, les Russes avaient eux-mêmes leur propre film d'autopsie, puisqu'il y avait donc une espèce de course à l'OVNI, encore une fois, comme il y a pu y en avoir une dans les années 70 sur la parapsychologie. C'est le projet Stargate où c'était au premier qui réussirait à développer des dons de télépathie avec une utilité militaire. Et donc, est-ce qu'à la même époque, en Russie, il y a des cas célèbres, connus, liés aux ovnis dans ces années-là? À la même époque, non, hein, pas que je sache. Et puis, c'était longtemps très très verrouillé. C'est-à-dire que autant aux États-Unis, c'était un phénomène médiatique, autant évidemment en URSS, les journaux, ils n'ont jamais parlé d'OVNI que quand on leur a dit de parler d'OVNI. Donc tout le début vraiment de l'époque ufologique, notamment les années 40, 50, 60, on n'en parle pas trop, pas spécialement en tout cas. Et quand on en parle, c'est plutôt pour dire que c'est des conneries d'Américains en gros, quoi. Ouais. Et le seul bouquin qui est traduit à l'époque, c'est le bouquin de Menzel, Donald Menzel, qui était un phare américain puisqu'il disait que les ovnis c'était des couillonnades, quoi, en gros. Toujours dans Exocet à l'instant, c'était les Foo Fighters. Alors bon, j'ai choisi le morceau, je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est parce que les Foo Fighters, c'est avant tout le nom d'un phénomène observé dans les années 40-50, je crois. Seconde Guerre mondiale. Hein. Seconde Guerre mondiale. Donc des phénomènes lumineux qui pourchassaient les avions parfois. Tout à fait. Oui, voilà. qui tournaient autour des carlingues, qui sont repérés effectivement par les Alliés comme par les Allemands. Et c'est rigolo parce que ça y est dans mon bouquin, hein, tu retrouves trace des coupures de journaux américains qui disent c'est sûrement une arme secrète nazie et les Allemands qui disent c'est sûrement ces salauds d'Américains. D'accord. Gros, okay. C'est vraiment ça. Voilà. Et donc Dave Grohl, le chanteur des Foo Fighters, étant fan du thème extraterrestre, c'est pour ça que le groupe s'appelle comme ça. Voilà. Alors, avant la pause, on parlait de Roswell, et après Roswell, en 47 donc, là il y a un événement qui est cher aux amateurs de conspiration, c'est la création du Majestic 12, donc Thibaut, tu l'as évoqué tout à l'heure, le MJ12, et donc ça serait le président Harry Truman qui aurait demandé la création d'un groupe d'études secret autour du sujet OVNI. Absolument, ouais. Le MJ12, ce sont d'abord des archives qui sortent de l'ombre dans les années 80. On ne sait pas trop finalement d'où elles viennent. C'est William Moore, tu m'arrêtes Jérôme si je dis des bêtises, mais c'est ça, qui ressort ça. Et en gros, ces archives disent qu'effectivement quelque chose a été récupéré à Roswell, qu'une commission ultra secrète a été chargée de gérer le dossier et ses retombées, parmi lesquelles on trouve alors essentiellement des hauts pontes militaires,
des scientifiques très importants de l'époque, Van Warbush par exemple, l'astronome Donald Menzel dont on parlait, et cette commission en fait aurait géré le dossier OVNI bien après, puisqu'on trouve d'autres traces, notamment à l'époque de Kennedy, donc ça aurait continué pendant longtemps. Sauf que il y a des chercheurs qui ont pu révéler que, alors notamment il y a plusieurs failles, des failles de typographie, de présentation de ces archives. Bon, évidemment elles n'ont jamais été reconnues, même reconnues comme fausses par le FBI qui a fait une enquête là-dessus. Et ensuite il y avait la signature d'Harry Truman en bas du papier originel, qui apparaît comme étant en fait une copie parfaite d'une autre signature dans une autre trace d'archive. Ouais. Et comme les proportions de chances de faire une signature vraiment strictement identique est de 1 sur 14 millions, comme de gagner au loto en gros, on en a conclu que c'était faux. Par contre, ces documents sont quand même intéressants, parce que s'ils sont faux, ils sont tellement bien ficelés, enfin moi en tout cas c'est ce que j'incline à penser, s'ils sont faux, ils sont tellement bien ficelés que peut-être est-on encore, alors on va nous accuser de conspirationnisme, mais peut-être est-on encore dans quelque chose qui ressemblerait à une manipulation. Manipulation par qui, par quoi, pas forcément par les autorités militaires, mais en tout cas c'est quelque chose qui à mon sens ne peut pas être fait par des individus isolés comme ça, même au début des années 80. Et alors qu'est-ce que le projet Blue Book ? C'est lié au Majestic 12, non ? C'est difficile à dire. Alors le projet Blue Book, c'est encore autre chose. C'est dans les années 60, est confié à l'université du Colorado, après toute une série de commissions officielles, donc Sign, Grudge, puis différents comités comme le Robertson Panel pendant les années 50 aussi. On décide d'allouer des budgets à l'université du Colorado sous la responsabilité d'un grand ponte universitaire, un mandarin de l'époque, donc Edward Condon, pour faire une enquête sur les objets volants non identifiés et surtout savoir quel intérêt ça peut avoir de les étudier. Et alors là, ce qui va ressortir, bon c'est pareil, c'est une longue histoire, ce qui va ressortir, c'est que dès le début, il y a finalement des archives qui vont fuiter et qui vont révéler que la consigne était donnée depuis le début de présenter le sujet de manière tellement ridicule que finalement les scientifiques n'auraient pas envie de s'y intéresser. Et contrairement à ce qu'on dit, le rapport Blue Book, donc le rapport final, ne dit pas que ça n'existe pas. Il conclut d'ailleurs lui-même à un reliquat de cas qu'il n'arrive pas à expliquer. Il en évacue au passage qui n'aurait pas dû être évacué comme ça, mais il conclut que le phénomène, en tout cas, rien ne prouve qu'il n'existe pas, mais par contre il conclut qu'il n'a aucun intérêt scientifique. Et donc à partir de là, censément, donc en 66 ou 67, je me souviens plus très bien, les Américains déclarent on ne s'intéresse plus au phénomène OVNI, on ne collationne plus les faits, en gros, on s'en occupe plus. Ce qui est faux, bien évidemment. Alors, pour revenir sur l'affaire de Roswell, un élément très important aussi, c'est la fameuse théorie du rétro-engineering sur la soucoupe qui se serait écrasée à Roswell. Et donc, Jérôme Frasson, vous pouvez peut-être nous parler justement de l'implication de Jean-Pierre Petit dans cette thèse-là. En fait, l'engin de Roswell n'était peut-être pas forcément une soucoupe. Il pourrait s'agir d'autre chose, d'origine extraterrestre. En fait, les Américains possédaient, pendant la guerre froide, un appareil qui était le SR-71 Blackbird. Donc c'est un avion espion américain qui volait à 3 fois la vitesse du son. Depuis, cet appareil a été mis dans un musée. Et les Américains posséderaient, par justement une rétro-engineering de cette épave de Roswell, un appareil beaucoup plus moderne, basé sur la MHD, la magnéto-hydrodynamique, qui serait l'engin Aurora. Et cet engin aurait des possibilités de vol tout à fait extraordinaires. C'est un appareil qui vole à 10 000 km/h, qui vole à presque 60 km d'altitude, qui peut se satelliser en utilisant une poussée additionnelle et monter à 80 km d'altitude, et qui peut rentrer dans l'atmosphère sans bouclier thermique, en utilisant un bouclier MHD, ce qui est tout à fait révolutionnaire. Alors la MHD, c'est le terme exact, c'est quoi ? Magnéto-hydrodynamique. Magnéto-hydrodynamique. Alors donc ça serait une technique de propulsion. Pas seulement. La magnéto-hydrodynamique, c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est en fait l'art et la manière d'agir sur un fluide en utilisant des forces électromagnétiques. Alors, on peut s'en servir effectivement pour propulser un sous-marin très rapidement,
pour propulser des torpilles extrêmement rapidement. On pouvait construire des torpilles et ça se fait. Ça a été fait par les soviétiques apparemment. Tout à fait. Alors les soviétiques c'était les torpilles supercavitation, c'est un peu différent. Les torpilles MHD ont une capacité à aller dans l'eau à plus de 2000 km/h. En fait, pendant quelques secondes, en utilisant des systèmes MHD justement. Par ailleurs, dans l'air, ça permet de faire voler un avion sans bang sonique. C'est-à-dire qu'un appareil, un avion, lorsque vous atteignez Mach 1, il produit un bang. D'accord. Voilà. Et on arrive par la MHD à annihiler les ondes de choc, et donc à voler sans bang, d'une part, et d'autre part, vous savez que à Mach 2, par exemple le Concorde, utilisait 60% de sa puissance pour créer des ondes de choc. 60% de son énergie. Là, c'est plus le cas. Puis c'est un procédé aussi qui annihilerait aussi l'effet des jets, hein, puisque en fait ça créerait une zone vide d'air un petit peu autour. Donc apparemment, ou du moins il serait moins. Non, c'est en fait, disons que ce qui se passe, c'est que la MHD peut servir effectivement à annihiler une onde de choc dans un fluide, donc dans l'eau de mer pour un sous-marin, ou dans l'air pour un avion. Mais c'est également un phénomène qui peut être propulsif. Jean-Pierre Petit en fait a fait des travaux sur la MHD et il est arrivé à la conclusion qu'il était possible de fabriquer un aérodyne, qu'il a appelé un aérodyne MHD, c'est-à-dire un appareil qui se propulse grâce à cette technologie et qui aurait la forme de deux assiettes renversées collées les unes aux autres. Ok. Parce que si j'évoquais Jean-Pierre Petit, c'est parce que dans le cadre de votre association, vous avez pu le rencontrer, oui. Et il vous cite sur son site. Alors Jean-Pierre Petit, pour ceux qui ne savent absolument pas qui c'est un ancien chercheur au CNRS, donc c'est un physicien. Oui, c'est un physicien des plasmas et un astrophysicien. Et donc cet homme-là est probablement un des scientifiques martyrs vraiment dans cette cause ufologique, puisqu'il a été mis au banc de la communauté scientifique, de par son implication justement dans ces recherches-là, sur cette propulsion-là, et puis sur aussi sa croyance dans le fait ufologique. Justement, le terme de croyance n'est peut-être pas le terme le plus adapté pour le définir. Lui vous dirait, s'il était là, ne me demandez pas si je crois ou si je ne crois pas. La question n'est pas là. Demandez-moi si c'est possible ou si ça n'est pas possible. C'est-à-dire qu'en fait, lui, l'éclair de génie qu'il a eu, c'est qu'en fait, devant le phénomène OVNI, on avait des témoignages. C'est-à-dire, on disait, voilà, le témoin a dit que l'engin était passé entre le clocher et la colline qui était derrière. Ça a duré 5 secondes, donc l'engin a dû accélérer à une vitesse supérieure à celle du son, on n'a rien entendu. Donc, sur cette base-là, les rationalistes ont dit, c'est pas possible, on aurait entendu un bang. Donc, la personne a eu une hallucination ou a affabulé. Lui a raisonné différemment et s'est dit, est-ce que c'est possible de voler en vitesse supersonique sans produire d'onde de choc? Et il s'est posé cette question en tant que physicien des plasmas. Il est arrivé à ces conclusions-là, sur cette base-là, sans prendre parti au départ, sans croire ni ne pas croire. Alors, ce que dit Jean-Pierre Petit très souvent, parce qu'il a donc un site internet très fréquenté, qu'il alimente assez régulièrement, et donc ce qu'il dit sur son site, c'est que la technologie MHD est utilisée notamment par les Américains depuis des décennies, et que la France est tellement en arrière que c'en est presque ridicule que l'armée française ne se doute même pas des capacités cachées de l'armée américaine. Et donc lui-même a écrit une BD, parce qu'il est aussi dessinateur, enfin, il est multi talentueux, et donc au début des années 80 il a donc créé cette bande dessinée qui s'appelle Le Mur du Silence. Exactement, oui. Dans lequel il explique la MHD, et donc on en parlait tout à l'heure hors antenne lors d'une conférence en Angleterre, à Brighton, voilà, il aurait parlé de la MHD, et puis à la fin, donc il y a un général, je crois, c'est ça? Oui, c'est-à-dire qu'en fait il s'est rendu en 2001 à un congrès sur la propulsion avancée à Brighton, en Angleterre, avec des scientifiques américains qui travaillaient sur ce qu'on appelle les Black Programs américains, programmes secrets. Et en fait, il s'est aperçu que des recherches étaient conduites toujours actuellement sur la MHD et uniquement dans des buts militaires. C'est-à-dire des buts de propulsion, créer des torpilles hyper véloces qui vont à 3000 km/h, qui atteignent la plateforme de tir en 5 secondes. Des avions, notamment l'engin Aurora dont on a parlé, l'hypersonique satellisable, et également le B-2. En fait, qui est un bombardier du 3e millénaire, de dernière génération, qui officiellement est présenté comme un engin subsonique, c'est-à-dire qu'il volerait moins vite que le son, qui aurait besoin de 3 ravitaillements en vol pour aller faire un bombardement en Afghanistan, par exemple, alors qu'en fait, c'est pas ça le B-2. C'est un engin qui est même le successeur d'Aurora, et c'est un engin hypersonique.
Mais est-ce que les Américains ont reconnu officiellement l'existence de tels engins? Non, pas du tout. Pas du tout. Justement, c'est là que la question se pose, c'est qu'officiellement, ces engins-là n'existent pas. De même que les torpilles hyper véloces. D'accord. Par contre, ce qui existe, c'est des traces historiques de ce rétro-engineering. Oui. C'est-à-dire qu'on a par exemple, il y a 2 cas très connus qui viennent accréditer cette thèse-là. Il y avait un ingénieur canadien qui était responsable d'un projet, notamment lié aux ovnis au Canada, qui s'appelait le projet Magnet, qui s'appelait Wilbur Smith. Et ce Wilbur Smith, dans les années 50, rencontre dans je ne sais quelle réunion proche du Pentagone un certain Robert Sarbacher, donc un scientifique de haut niveau, qui allait devenir le patron du Washington Institute of Technology, donc vraiment un grand ponte de l'université américaine. Il le rencontre et on trouve trace donc dans les archives après la mort de Wilbur Smith du verbatim, du compte rendu de la discussion qu'il a eu avec lui, et où en gros Sarbacher lui lâche à l'époque oui effectivement les soucoupes volantes existent, mais très très froidement comme ça, on en a récupéré, je peux pas vous en dire plus. Ce qui est dit dans le livre de Scully, de Frank Scully, que reprendra d'ailleurs X-Files, c'est là que ça vient, c'est un des tout premiers livres sur l'ufologie américaine. Et le livre de Scully dit la vérité, tout ça, et lui repart au Canada avec ça dans sa boîte, en comprenant pas trop ce qui se passe. Et il y a un ufologue dans les années 80, un ufologue américain, qui ressort les papiers de Wilbur Smith, et qui va retrouver Robert Sarbacher, donc à la retraite, qui avait à l'époque plus de 80 ans, et qui lui écrit directement en lui disant voilà ce qu'on a retrouvé dans les archives de Wilbur Smith, est-ce que vous confirmez? Et là, Robert Sarbacher, à la grande surprise de tout le monde, se fend d'une belle lettre où il explique oui, je confirme, j'ai été associé à des projets de rétro-engineering, enfin il ne le dit pas comme ça, mais il dit des projets qui étaient chargés d'étudier non seulement des engins exotiques, extraterrestres, mais en plus également des entités biologiques extraterrestres. Alors que lui d'ailleurs il décrit comme qui avait plus l'air d'être des espèces de robots biologiques, comme des insectes. Donc c'est hallucinant parce que c'est l'équivalent, enfin je veux dire c'est comme si demain, je sais pas, le président du CNRS lâchait un truc comme ça. Ouais. Après on a Victor Marchetti qui a été un directeur adjoint de la CIA, mais pas n'importe qui, je veux dire un des numéros 6 de la CIA quoi, qui a écrit un bouquin qui s'appelle The Cult of Intelligence. Alors il n'en parle pas dans son livre, mais dans une interview qu'il a donné, il dit on a bien entendu parler de très fortes rumeurs pendant tout le temps où il était à la CIA, d'existence de projets ultra secrets comme ça de rétro-engineering à partir de récupération de soucoupes volantes et mettant alors autour de la base de Wright-Patterson dont on parle beaucoup dans le dossier Roswell. Et donc toute la seconde partie du XXe siècle finalement qui suit cet épisode de Roswell est hantée par ces témoignages-là. Après il y a le bouquin du colonel Philippe Corso aussi, qui lui carrément, je veux dire, n'est que là-dessus. Philippe Corso, qui a fait partie du National Security Council, qui est un colonel qui a fait une très belle carrière dans l'armée, qui lui prétend qu'il a été confié, on lui a confié la mission justement d'assurer ce rétro-engineering en collaboration avec les plus grandes firmes aéronautiques et industrielles de l'époque. Alors juste pour ceux qui ne comprendraient pas le terme rétro-engineering, puisqu'on l'utilise un petit peu à tort et à travers, ça signifie tout simplement littéralement donc de l'ingénierie inversée, c'est-à-dire qu'à partir d'un matériau de base, on essaie de comprendre comment c'est fait, et donc voilà. Le fait OVNI est séparé vraiment en 2 éléments distincts. Il y a d'une part les objets, les observations d'objets, et puis il y a d'autre part les habitants de ces objets qui constituent un autre sujet de débat, les extraterrestres donc. Et est-ce que on pourrait revenir sur la classification des rencontres, les rencontres du 3e type, etc. Qui a développé Alors, on s'offre la politesse avec Jérôme. La classification, c'est Allen Hynek, qui est un professeur d'astrophysique, un astronome de la Northwestern University, pour être précis, qui a été chargé très très vite par l'US Air Force d'être le monsieur explication bidon des ovnis. Donc c'est lui notamment qui est à l'origine de le truc qui avait fait tant de bruit aux États-Unis. C'est un gaz des marais. Il avait expliqué ça comme un gaz des marais, des vols d'oiseaux, n'importe quoi. Bon, le type en fait va finalement revenir évidemment et devenir un des grands patrons de l'ufologie américaine en lâchant finalement l'US Air Force et en devenant vraiment un acteur, et lui en y croyant clairement. Et c'est lui qui avait fait cette classification, donc rencontre du 1er type, 2e type, 3e type, à laquelle on a rajouté plus récemment les rencontres du 4e type, qui seraient les abductions.
Donc en gros, premier type, c'est observation à assez longue portée d'un objet volant non identifié sans interaction avec l'environnement. Deuxième rencontre du deuxième type, c'est observation avec interaction avec l'environnement. Des traces. Des traces, par exemple, ou par exemple voir que, comme dans le cas de l'amarante, une pelouse qui se soulève par un effet magnétique, par exemple, c'est une trace, une constatation physique sur les éléments extérieurs. Rencontre du troisième type avec observation d'entités biologiques extraterrestres, et rencontre du quatrième type, là, c'est les enlèvements. Alors, j'ai entendu dire que on aurait également ajouté une rencontre du cinquième type liée aux enlèvements avec abus sexuels extraterrestres. J'ai entendu ça parce que c'est vrai que dans le cas des enlèvements extraterrestres, des abductions, il y a encore deux catégories. Hein. Il y a les cas où on fait des tests, des prélèvements, et puis il y a des cas où les enlevés prétendent avoir été violés. Absolument, il y a une forte dimension sexuelle, hein, de toute façon, hein, dans je veux dire le cas typique, il y a dans un enlèvement type, il y a toujours une attention très importante portée par les prétendues entités biologiques extraterrestres sur l'appareil reproductif. Ça, c'est l'essentiel des cas. Moi, j'avais une question pour ceux qui sont convaincus donc de la présence d'extraterrestres sur Terre, enfin en tout cas à certains moments. Est-ce que pour eux, il y aurait plusieurs races extraterrestres qui seraient venues sur Terre, ou est-ce qu'à chaque fois il y aurait des traces qui indiqueraient que ça serait une seule race extraterrestre avec une même technologie, une même apparence? Justement, non. On s'aperçoit quand on étudie les témoignages d'OVNI que à la fois pour les engins, enfin les objets en question, les formes et apparemment ce qu'on pourrait comprendre des modes de propulsion sont très différents en fait. Il y a des stéréotypes, la soucoupe volante, le triangle, une sphère, le cigare aussi. Mais il n'y a pas que ça. Et pareil pour les entités biologiques extraterrestres. Il y a des stéréotypes aussi, on a parlé des petits gris, c'est-à-dire des gens avec un petit corps d'1 mètre d'eau, une grosse tête, chauve, des gros yeux, etc. Les Vénusiens d'Adamski, les blonds, les grands blonds. Les grands blonds, il y a d'autres stéréotypes aussi. Donc il y a différents stéréotypes. D'accord, mais justement, est-ce que ça c'est pas un des points qui, quelque part, décrédibiliserait le plus la possibilité d'une présence extraterrestre, parce que plus on multiplie le nombre de races qui seraient venues sur Terre, plus on prend le risque de se planter quand même au final, dans l'hypothèse que ça, on partirait du fait que ça existe. Regardez rien que sur Terre, il y a différents types physiques. Il y a des blancs, des noirs, il y a des gens qui ont les yeux bridés, il y a des gens qui sont grands, petits. Mais sur la même balance. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Si tu me permets de rebondir ce que tu viens de dire, moi je suis assez d'accord avec ce que tu dis, mais justement, on en parlait tout à l'heure hors antenne. C'est ce que Aimé Michel, qui était un des pionniers de l'ufologie française, appelait le festival de l'absurde. C'est-à-dire que ce serait effectivement beaucoup plus simple de constater toujours, si on avait toujours les mêmes visiteurs, bah là on pourrait dire bon là quand même ça finit pas. Mais disons que là on pourrait quasiment plus nier si on avait tout le temps le même témoignage, etc. C'est vrai que on a des cas très sérieux avec des petits êtres poilus, des êtres de couleur, des êtres qui ont des antennes, d'autres qui ont des scaphandres, d'autres qui n'en ont pas, des espèces de carrés qui marchent. Enfin, je veux dire, on a des cas, mais des trucs complètement hallucinants. C'est comme ça qu'est que se présente à nous l'ufologie. Mais alors, bon, autour de l'apparence des créatures extraterrestres, c'est vrai que le consensus s'est arrêté autour d'un humanoïde, donc le petit gris, avec les grands yeux en amande, la tête disproportionnée par rapport au corps. Alors, est-ce que ce fait culturel a été forgé par les différentes observations, et est-ce que au final, il n'a pas influencé lui-même les témoignages par la suite? À partir de quand est-ce qu'on trouve l'apparition de ce petit gris, de ce stéréotype? Petit gris, je sais pas, mais si vous regardez par exemple le cas de Valençol, donc le cas de Valençol, c'était Maurice Mas, à 41 ans, un agriculteur, tout près d'ici, dans les Alpes de Haute-Provence. Depuis une semaine, ses plants de lavande semblaient cassés, manipulés. Et un matin, il arrive, il était à peu près 5h30, il allume une cigarette derrière un tas de pierres, et il entend un bruit, un sifflement. Il s'avance, et il voit une espèce d'engin ovoïde qui faisait à peu près 3,50 m de long sur 2,50 m de haut, avec deux petits bonshommes. L'aspect de ces deux petits bonshommes, il faut bien se dire que Maurice Mas ne s'était jamais intéressé au phénomène OVNI. On est, je crois, à la fin des années 60. L'information ne circule pas comme maintenant, c'est beaucoup moins médiatisé. Et donc ce monsieur les a décrits comme, tout d'abord, il n'en a pas parlé tout de suite de cette observation, ça a été découpé en deux temps. D'abord il a parlé de l'engin, beaucoup plus tard des petits humanoïdes. Il les a décrits comme petits, avec une grosse tête, chauve, pas gris, mais des grands yeux en amande. Donc, ce monsieur n'a pas pu être influencé, je veux dire, par un stéréotype quelconque. Ça les intéressait pas du tout.
Et oui, Thomas. Oui, non, parce que moi je reviens toujours sur ces formes, ces êtres. Voilà, pareil, moi je trouve surprenant qu'on décrive quasiment systématiquement les extraterrestres de façon humanoïde, alors que justement venant d'autres planètes, vivant dans d'autres conditions atmosphériques, venant d'une autre espèce, tout simplement, c'est étonnant qu'ils aient autant de traits communs, comme par hasard 2 bras, 2 jambes, 2 yeux. Enfin voilà, c'est. Alors ça, par contre, pour faire court, tu as des gens qui te répondraient simple question de configuration optimale. C'est-à-dire pourquoi une bulle c'est rond. Ça, ce qui est recevable, selon la théorie de l'évolution. Voilà, pourquoi ce qui est le mieux adapté à circuler sur une Terre, ça a 2 bras, 2 jambes. Bon. C'est vrai. Par contre, si tu me permets, pour revenir sur ta question précédente, moi ça, c'est une des parties de mon bouquin. C'est quelque chose auquel je crois fondamentalement et que je crois aussi, j'espère le démontrer, c'est que en réalité, quand on analyse, moi j'ai analysé beaucoup le cinéma et la science-fiction, notamment autour de la figure de l'extraterrestre, et en fait on s'aperçoit que jusque dans les années 50, contrairement à ce qu'on pense, à la fois les extraterrestres et les engins de ces extraterrestres, quand ils apparaissent dans des fictions, sont complètement exotiques. On est plus près du monstre doté de tentacules. Enfin, je veux dire, ça, c'est vraiment moi ce qui ressort de mon bouquin. On est très très loin de l'influence socioculturelle. Au contraire, c'est ça donc la grande faille des sociopsychologues, c'est que au contraire, à partir du moment où on commence à voir des petits gris ou des soucoupes volantes, dans le cinéma notamment, je veux dire, dès la fin des années 50, c'est dans un effort de recoller à la réalité des observations d'OVNI qui est fait par ces auteurs de fiction, pas l'inverse. Donc c'est bien les observations d'OVNI qui sont le stimulus original. Voilà. Ça, je veux dire, on le prouve historiquement parlant. Mais donc c'est important effectivement parce que ce n'est pas la même chose que les gens témoignent parce qu'ils ont vu des films que au contraire les films essaient de recoller au témoignage. Absolument, c'est pas du tout la même chose. C'est pour ça que c'est si important aussi d'étudier les aspects sociologiques, culturels de ce phénomène-là. C'est comme ça qu'on comprendra. On a besoin d'astronomes comme Jérôme, mais on a aussi vraisemblablement vraiment besoin d'une multidisciplinarité en ufologie pour comprendre, pour avancer un petit peu au milieu de ce sac de nœuds, parce que c'est bien de ça dont on parle finalement. On va marquer une seconde pause dans cette émission. J'espère que vous prenez du plaisir à écouter toutes ces histoires-là, et on revient juste après pour évoquer justement des cas français, tous plus troublants les uns que les autres. Restez avec nous. Exocet, le magazine de l'étrange et de l'insolite. Toujours dans Exocet, on parle d'OVNI ce soir en compagnie de nos 2 invités, Thibaut Canuti et Jérôme Frasson. Alors, avant la pause musicale, on avait évoqué un cas français, le cas de Valençol, dans lequel donc un agriculteur dans les années 60, c'est en 65 je crois, exactement, aurait été paralysé par 2 humanoïdes qui l'auraient vu dans son champ, voilà, qui auraient atterri dans une soucoupe, etc. Et ce cas, donc, on en parlait aussi en préparant l'émission. Ce cas, moi, me rappelle beaucoup celui de Cussac qu'on avait évoqué il y a quelques mois de ça, dans lequel 2 enfants, c'était à peu près à la même époque, dans les années 60, 2 enfants, des enfants d'agriculteurs aussi, donc qui avaient pas du tout cette culture SF, qui avaient pas l'imagination formatée par ce genre de culture-là, des enfants qui prétendent, puisqu'ils sont toujours en vie, et c'est plus des enfants aujourd'hui, mais qui prétendent avoir vu à l'époque donc un objet de forme ovoïde qui se serait envolé en sifflant et autour duquel il y avait 3 humanoïdes. Oui, tout à fait. En fait, dans ces rencontres de Valençol et de Cussac, beaucoup de rencontres de Valençol, il y a des choses très intéressantes. Il y a des éléments très intéressants qui sont des traces tangibles. C'est-à-dire que dans le cas de Valençol, d'une part, il y a eu la paralysie de Monsieur Maurice Mas, qui a duré une vingtaine de minutes. En même temps, après le décollage de l'appareil, le sol, il y avait une trace au sol. Le sol était devenu dur comme du ciment. Et il y avait, à l'endroit où était implanté un pylône qui était situé juste au-dessous de l'engin, un trou fait dans le sol. Et sur la trajectoire de départ de l'engin, qui a été extrêmement rapide, foudroyante, la vente n'avait plus poussé pendant des années. Alors, bon, des cas comme celui-là, il y en a beaucoup, et il y a quelques mois de ça, on le sait, le CNES a donc ouvert ses dossiers
classés au public, au grand public. Et donc le CNES a créé un organisme spécialisé sur les ovnis, qui est le GEPAN. Et donc ce GEPAN est assez controversé, et notamment par Jean-Pierre Petit, pour revenir à lui, puisqu'il estimait que le GEPAN n'avait rien fait en fait. Le GEPAN n'a pas rien fait, mais disons qu'historiquement vous avez eu d'abord le GEPAN, ensuite le CEPRA, qui était dirigé par Jean-Jacques Velasco, et aujourd'hui le GIPAN, qui est dirigé par Monsieur Patenay. En fait, la mission du CEPRA a été de recueillir un maximum de témoignages à l'époque, d'enquêter sur les faits, et sur le terrain, les travaux étaient relayés par la gendarmerie. En fait, les données disponibles du CEPRA qui ont été mises en ligne se résument en gros à des procès-verbaux de gendarmerie, c'est-à-dire l'OVNI allait de tel endroit à tel endroit, ça durait tant de temps, etc. Mais il n'y a pas eu, au-delà de ça, d'approfondissement scientifique à proprement parler. Il n'y a pas eu de modèles, de choses modélisables. Il n'y a pas eu d'avancées supplémentaires, en fait, à ce niveau-là. Il y a eu des avancées, par contre, Jérôme, en termes méthodologiques. Hein. C'est-à-dire que quand même, le gros atout, mais ça s'est fait dès la période Poher, entre 77 et 79, au tout début de la création du GEPAN, on a de grosses avancées. Il y a notamment des juges qui viennent aider à faire les enquêtes initiales, les grosses enquêtes du type de CUSAC, justement. Et ça, c'est quand même un atout. C'est-à-dire que au niveau des enquêtes ufologiques, on a une relative qualité, et couplé effectivement avec les enquêtes de moralité qui étaient faites par les gendarmes et tout, on arrive quand même à avoir des bonnes synthèses, même si elles ne sont pas exemptes de reproches, en termes de méthodologie scientifique notamment. Mais il faut savoir que c'était vraiment un outil à créer, quoi. Donc de ce point de vue-là, quand même... Alors, juste pour revenir sur le CNES c'est le Centre National d'Études Spatiales, donc c'est un organisme d'État, et en fait, leur volonté avec le GEPAN, et leur volonté aussi avec ces documents librement distribués sur Internet il y a quelques mois, c'est de répondre aux questions que se pose la population, et en fait, de mettre un terme un petit peu à toutes les suspicions qu'il peut y avoir autour du secret sur les ovnis. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça, de cette volonté de rendre transparents ces dossiers-là ? En fait, eux, ils le disent. Ils disent que, en réalité, on est encore dans une dialectique ufologique qui est très ancienne. C'est intéresser les scientifiques. En gros, les ufologues estiment que tant qu'ils n'auront pas intéressé massivement la science officielle, je veux dire respectable, on n'avancera pas. Or, pour moi, c'est une erreur terrible. D'abord parce que les scientifiques ne sont pas prêts à s'intéresser pour des questions socioculturelles qu'on pourrait aborder, mais ne sont pas prêts pour plein de raisons à s'intéresser à ces questions-là. Et quand bien même le seraient-ils, d'ailleurs beaucoup le sont, des Jean-Pierre Petit, des Pierre Guérin, d'autres, sont prêts à le faire. Mais quand bien même le serait-il qu'ils n'ont pas en main les outils méthodologiques pour s'attaquer à ce type de problème qui est, on le voit depuis le début de cette émission, très complexe. Donc en réalité, le GEPAN continue de tourner un petit peu autour du pot. C'est ce qu'on peut lui reprocher. Ce qu'il faut quand même que les auditeurs sachent, c'est que il y a eu 3 dirigeants en dehors de l'actuel, Poher, Esterle et Velasco. Ce qui est intéressant, c'est que les 3 quand même quittent la direction de cet organisme du CNES en disant on croit aux ovnis et à l'hypothèse extraterrestre. C'est-à-dire, allons-y franco, quoi. Non seulement ils disent les ovnis, c'est un phénomène réel, mais en plus, eux, ils inclinent à penser que ce sont des extraterrestres. Donc c'est quand même intéressant que les gens sachent ça. Et avec le GEPAN, il y a quand même, de ce point de vue-là, un certain retour à la base, c'est-à-dire, on sait pas trop, on se prononce pas, mais on vous livre comme ça des infos qui, pour l'essentiel, étaient disponibles dans la communauté ufologique. Je pense pas, surtout que c'est très aride quand on va voir le site, que c'est ça qui va faire évoluer le Schwindig. Moi, à mon avis, la piste la plus sérieuse qui pourrait être celle du GEPAN, c'est de fédérer les actions privées ufologiques dans la France. Parce qu'il y a des gens de bonne volonté qui pourraient être estampillés CNES et qui pourraient être habilités à faire des enquêtes, à travailler. Le CNES pourrait être un grand coordonnateur, parce que sinon, ils n'ont pas les moyens. Ils ont un petit conseil scientifique et quelques personnes. Il faut savoir que pendant toutes les années 80, Jean-Jacques Velasco, il est seul avec une secrétaire pour traiter le problème des ovnis en France. C'est ça le CEPRA. Je veux dire, donc d'où l'irritation de gens comme Jean-Pierre Petit qui sont plongés dans le bain ufologique depuis longtemps, c'est de dire, c'est de la poudre aux yeux, qui est très bien vu à l'étranger, je veux dire, les rapports américains ne cessent d'établir des louanges sur le travail qui a été fait. Et de plein de points de vue, le travail qui a été accompli est très intéressant. Mais il faut soit passer à la vitesse supérieure, soit, faute de moyens, être réaliste et travailler en fédération avec la communauté ufologique.
Mais alors, est-ce qu'on peut pas se dire que face à cet organisme, on n'est pas aussi, alors voilà, c'est de la parano totale, hein, mon hypothèse. Je vois ce que tu vas dire. Mais dans une manipulation pareille, parce que quelque part, quand on divulgue comme ça sur Internet toutes les données, c'est regardez, on n'a rien à cacher, donc quelque part il n'y a rien à trouver. Les gens vous foncez à fond dans l'ufologie, mais quelque part, regardez, on est transparent, on vous donne tous les éléments. Voilà, il n'y a rien à en tirer, quoi. Est-ce qu'on n'est pas non plus dans ce genre d'approche? Alors, juste par rapport à ça, sur le site donc du GEPAN, il est mentionné que seulement 20% des cas, je crois, ont été expliqués, mais il y a encore une très large zone d'ombre, et c'est le genre d'aveu qui tend, moi je trouve en tout cas, à crédibiliser le fait OVNI, puisqu'on se dit mais alors qu'est-ce que c'est si 70% des cas restent inexpliqués? Déjà, au niveau du phénomène OVNI, qui donc est un phénomène très complexe, je crois qu'avec 1% du dossier OVNI qui plaide en la faveur d'une origine extraterrestre, tout au moins de la réalité du phénomène, on enverrait n'importe quel condamné dans une cour en prison, sans aucun problème. C'est clair. Avec un seul %. Alors, dans cette émission, on rappelle souvent qu'une vraie démarche scientifique, ce n'est pas de réfuter les éléments qui ne rentrent pas dans un paradigme, dans une vision du monde, mais au contraire de se confronter aux faits et d'essayer de comprendre. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer que après presque un siècle d'observation, de témoignages et parfois d'éléments tangibles, la science officielle continue à ne pas considérer le fait OVNI comme un phénomène digne d'intérêt? Alors, il y a une explication à ça, c'est que, en fait, la confrontation avec le phénomène OVNI, ça remet en question des fondements dans notre vision du monde et notre vision de l'univers. C'est-à-dire que depuis des millénaires, l'homme est l'espèce dominante sur Terre, c'est le plus intelligent, c'est le seul qui a évolué, etc. Bon, c'est le seul qui fait de la science, qui comprend les choses, etc. Si demain, on apprenait que c'est pas le cas, que déjà la vie sur Terre c'est quelque chose de banal, que l'évolution c'est quelque chose de banal aussi, l'intelligence aussi, et qu'on est loin d'être les plus évolués. Si on apprenait ça, ça serait vraiment quelque chose qui pourrait s'avérer très déstabilisant pour beaucoup de monde. Et justement, alors Thibaut Canuti, dans le livre, vous parlez de l'implication de la religion aussi, parce que tout à coup, si on accepte l'existence d'autres civilisations intelligentes, on renie un petit peu les fondements dogmatiques du christianisme, puisque Dieu est censé avoir fait l'homme à son image. Donc là, on serait un petit peu dans la merde pour justifier. Oui et non. Hein. D'ailleurs, l'Église est intervenue à propos de ça par le biais de plusieurs prélats qui sont intervenus pour dire en substance non, ça dérange pas. Si demain il devait y avoir des entités extraterrestres qui devaient arriver, elles pourraient être parfaitement l'œuvre de Jésus, mais ailleurs, qui aurait pris une autre forme. Hein. Mais par contre, pour en revenir, donc d'ailleurs c'est assez paradoxal parce que les religieux paraissent paradoxalement, enfin contrairement à ce qu'on aurait pu s'attendre, beaucoup plus ouverts que les scientifiques eux-mêmes. Hein. Donc là, on en revient à tout un courant de pensée. Je pense à Feyerabend qui disait que la science est la pire des religions de ce point de vue-là. Ce qu'il faut savoir en France, c'est qu'il y a un poids très fort, très profond de l'union rationaliste. C'est pas le cas partout. Par exemple, vous qui vous intéressez au paranormal et à l'ésotérisme, vous devez savoir qu'à peu près, l'essentiel des grandes universités anglo-saxonnes ont des chaires de parapsychologie, par exemple. C'est assez banal. Chez nous, mis à part Toulouse, qui a une chaire de parapsychologie, Yves Lignon est encore même pas reconnu, je veux dire, on s'intéresse pas à ces trucs-là. Et pour vous dire, l'état d'esprit, c'est vraiment un état d'esprit qui est très très fort par rapport à cette question-là. Il y avait un astronome qui s'appelait Avery Schatzman, qui a été longtemps le président de cette union rationaliste, qui disait les ovnis n'existent pas parce qu'ils ne peuvent pas exister, donc ils n'existent pas. Ah, pas mal, ouais. Et donc lui disait, un jour on l'avait interrogé, on lui disait mais qu'est-ce que vous feriez, monsieur Schatzman, s'il y a une soucoupe qui se posait dans votre jardin? Et il avait répondu, je tournerais la tête. Ouais. Donc ça, bon, il y a plein d'autres raisons culturelles, hein, mais c'est la principale. Alors, juste, je te passe la parole, Thomas, mais tu parlais du fait qu'en Angleterre, par exemple, des chaires de parapsychologie sont une chose courante. Chez nous, on s'y intéresse en creux, hein, puisque donc à Sophia Antipolis, il y a les zététiciens qui s'intéressent à ces sujets, mais pour les démonter, en fait.
Voilà, donc eux, ce sont pas de vrais sceptiques, c'est-à-dire qu'ils savent que les ovnis n'existent pas. La plupart des ufologues de ma connaissance sérieux sont de vrais sceptiques, c'est-à-dire qu'ils sont pas forcément convaincus que ce sont des extraterrestres au sens premier du terme. Ce sont des gens beaucoup plus sceptiques qu'on pense, puis qui sont habitués à se faire attaquer sur le coup de c'est pas scientifique ce que tu racontes. Alors que les zététiciens, leur discours est absolument, enfin c'est le Moyen-Âge. On est vraiment dans un pouvoir que les scientifiques souhaiteraient garder pour eux. Ce sont eux qui expliquent au peuple savant finalement ce qu'est un objet scientifique et ce qui ne l'est pas. Les ovnis, ça n'est pas valable, ça n'est pas valide. Eh ben, c'est plus compliqué que ça. Est-ce qu'il n'y a quand même pas eu une certaine évolution dans la communauté scientifique de la façon de penser? Moi, j'ai l'impression qu'il y a 10 ans en arrière, on voulait même pas reconnaître l'existence d'extraterrestres. Alors qu'aujourd'hui, entendre à la télévision un scientifique dire oui, je pense que les extraterrestres existent, sans qu'ils soient venus sur Terre, mais je pense que effectivement les extraterrestres existent, j'ai l'impression que ça déjà, ça passe beaucoup mieux. Et d'autant plus que maintenant, on a découvert par exemple des bactéries qui étaient capables de vivre en dehors de l'oxygène. Il y a encore 10 ans, quelqu'un qui disait qu'un être vivant pouvait exister en dehors de l'oxygène, il était quasiment... on disait que c'était carrément pas possible et il passait à moitié pour un dingue, quoi. Il y a plusieurs facteurs qui ont concouru à ça. Il faut savoir que déjà ces 5 à 10 dernières années, il y a eu le développement des médias de masse, donc les gens sont beaucoup plus informés qu'avant, par Internet par exemple. On a beaucoup plus facilement et rapidement accès à l'information. Et d'autre part, il y a eu, par exemple en 95, la découverte de la première exoplanète. Avant 95, on n'était pas sûr, on avait quelques pistes, mais on n'avait pas la preuve que d'autres systèmes pouvaient exister. Depuis 95, on l'a découvert. À l'heure actuelle, on est à 250 exoplanètes. Ah, ouais. Voilà. D'accord. Donc autant de candidats potentiels justement voilà. À la vie extraterrestre. Alors, tous ne sont pas des candidats potentiels. Pour l'instant, on a ce qu'on appelle des Jupiter chauds, c'est-à-dire des planètes gazeuses qui orbitent très près de leur étoile, parce que pour certaines raisons de pratique, c'est plus aisé de les détecter. Oui, allez-y. Et il y a eu le projet SETI aussi, le projet d'écoute de recherche de signaux extraterrestres. Donc, mais on rentre dans un paradoxe, c'est-à-dire que la communauté scientifique et le grand public en général est à peu près ouvert à l'idée que, sachant que l'univers est grand, on en parle pas mal, on a découvert des exoplanètes, le projet SETI, etc., peut-être il pourrait exister de la vie ailleurs et peut-être de la vie évoluée. Mais là où il y a une rupture considérable, c'est sur les ovnis. C'est sur les ovnis. C'est-à-dire qu'on est, à la limite, on est d'accord pour penser que, il y a peut-être d'autres gens évolués ailleurs dans l'univers, mais c'est impossible qu'ils viennent nous voir, c'est pas possible. Donc vous m'accordez le fait quand même qu'il y a encore 10 ou 15 ans, même la présence de vie extraterrestre n'était pas envisageable pour les scientifiques. 10 ou 15 ans, c'est pas ça, c'est un petit peu plus. Déjà à l'époque, il y a 10 ou 15 ans en l'occurrence, il y avait, je pense au bouquin de Jean-Claude Ribes en France, en langue française, déjà on commençait déjà bien évoluer par rapport à ça. On subodorait que... Bon. Par contre, là où ça n'a pas évolué du tout, mais ça c'est la science qui a fait que l'idée d'une vie extraterrestre ailleurs, a été plus plausible. Là où finalement ça n'a vraiment pas beaucoup évolué, c'est par rapport aux ovnis. C'est-à-dire effectivement, les extraterrestres, oui, ils existent, mais ils pas ici, surtout pas. Ils n'interagissent pas avec notre environnement, quoi. Et alors à ce sujet, justement, il y a un truc qui est très intéressant, c'est l'équation de Drake, c'est bien ça? Ouais. Donc une équation qui en fait annule par la déduction l'existence possible des extraterrestres, c'est ça? Alors, en fait, ils devraient déjà être là, selon l'équation. Voilà, alors ça c'est pas l'équation de Drake, ça c'est le paradoxe de Fermi. Ah, de Fermi. Dont tu parles. Voilà, exactement. Je peux mélanger les pinceaux. Ouais. Le paradoxe de Fermi, en fait, c'est je crois que ça s'appelait Enrico Fermi, un scientifique, qui disait, l'univers il a à peu près 15 milliards d'années, la vie évoluée, elle a pu apparaître déjà il y a plusieurs milliards d'années. Imaginons qu'il y a plusieurs milliards d'années, des civilisations soient apparues, qu'elles aient atteint un niveau suffisant pour voyager dans l'univers, voyager entre les étoiles. Avec telle estimation, à l'heure actuelle, ils devraient avoir envahi toute la galaxie, être partout, donc on les voit pas, ils sont où? Pourquoi ils sont pas là? Pourquoi ils sont pas là? Et à ça, on peut apporter une réponse, c'est un petit peu la réponse en filigrane que moi j'aborde dans mon bouquin. C'est en fait la réponse elle est sociologique. C'est pas mais où sont-ils? Mais c'est plutôt pourquoi refuse-t-on de les voir? Parce qu'à l'époque de Fermi, donc prix Nobel de physique, il y avait déjà des tas d'observations d'ovnis. Donc le mec, il est en plein milieu aux États-Unis dans les années 50. Il y a des myriades d'observations d'ovnis et le mec il dit mais où sont-ils quoi? C'est un gag, on a envie de lui dire. Où sont-ils? Ils sont à côté de toi mon coco, mais seulement tu veux pas les voir quoi. Alors c'est ça. Pour revenir sur les cas qui ont été mis en avant par le GEPAN et qui sont parmi les plus connus, en tout cas c'est sans doute les deux plus importants en France, c'est le cas de Trans-en-Provence et le cas de la Marante. Alors on pourrait démarrer justement par celui de Trans-en-Provence. Alors concrètement c'est encore une histoire d'agriculteur. Pas d'agriculteur, c'est un maçon. Un maçon, pardon. Renato Nicolai.
en fait, qui était un maçon italien. Je crois que c'était au début des années 80. Donc Trans-en-Provence, c'est près de Draguignan, dans le Var. Bon, c'était au mois de janvier, il travaillait sur un abri pour une pompe à eau. C'était à peu près 5 heures du soir, il entend un sifflement, il lève les yeux, il voit se poser une espèce d'engin discoïdal, à peu près 3 mètres de diamètre, qui semble presque tomber, faire un bruit sourd en touchant le sol, et puis qui aussitôt après redécolle, il s'en va, en émettant un petit nuage de poussière. Bon, il est perplexe, il en parle un petit peu à sa femme, mais il lui dit surtout n'en parle pas, j'ai pas envie de passer pour un fou. C'est là qui est intéressant, c'est que comme Maurice Mas était assez gêné par le fait de parler de ça, et finalement sa femme va en parler à la voisine, dont le mari est gendarme, et ce gendarme-là va venir faire une enquête sur les lieux, et avoir la bonne idée de prélever en fait des plantes avec leur substrat terreux, de les mettre dans des boîtes à chaussures, et ça va arriver finalement quelques temps plus tard sur le laboratoire du professeur Michel Bougnas, qui viendra d'Avignon. Et ce monsieur va faire une découverte très très intéressante, c'est-à-dire qu'il va découvrir que il va trouver des altérations en fait dans l'équipement pigmentaire des plantes. Et ce qui est intéressant, c'est que ces altérations diminuent lorsqu'on s'éloigne du point où se trouvait le phénomène, selon l'inverse du carré du rayon de la distance, qui est typique d'un phénomène radiatif, avec une très bonne corrélation. Ce monsieur Bougnas avait fait sa thèse avec le CEA sur les traumatismes végétaux liés au rayonnement ionisant. Et effectivement, c'est quelqu'un qui était donc très calé pour mener cette étude-là. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, on a, pour la deuxième fois, puisqu'il y avait eu un cas un petit peu similaire 7 ans plus tôt, une preuve solide, quelque chose de très lourd, de très solide, de scientifique, en faveur de la réalité du phénomène, et d'un phénomène de grande ampleur. Donc concrètement, à l'issue de l'enquête qu'il y a eu sur ce cas-là, on sait qu'un objet s'est posé sur le sol, c'est assez irréfutable. Voilà, quelque chose s'est passé là, il y a eu un rayonnement, quelque chose de grande ampleur est venu se poser là et est reparti. Et alors Thibaut, est-ce que tu veux rebondir là-dessus Oui, moi ce que je voulais dire aussi, c'est que, bon, alors certes, le fardeau de la preuve est très important quand on est face à des phénomènes extraordinaires comme ça. Mais il faut jamais oublier ce que ça peut avoir de délicat, d'invalidant même socialement, de faire une telle déclaration. Donc imaginez ce type-là qui s'est jamais déclaré, en l'occurrence Nicolai, pour je veux dire, c'était ni un alcoolo, ni un fou, il n'en a jamais fait la moindre exploitation commerciale. Au contraire, il a toujours refusé après ça, puisque des quintaux d'ufologues sont revenus le voir plein de fois, de les rencontrer. Je veux dire, moi, ce que je voulais rappeler, c'était que ce qui est plausible, ce qui est simple, c'est de considérer qu'ils ont dit la vérité. C'est pas de considérer qu'ils mentent. A priori, ce serait très compliqué, voire même dangereux, je veux dire, d'alerter des gendarmes pour ça. Et ce que je voulais dire aussi, pour que nos auditeurs comprennent bien, c'est que Bougnas, c'est pas un type qui s'est emparé de ça comme ça parce qu'il était mordu d'ufologie. Il y avait eu une convention qui avait été passée avec le GEPAN, et donc c'est le GEPAN qui a apporté à Bougnas ces observations. Lui-même ne savait pas les détails de l'affaire. Je veux dire, quand il a analysé, lui on lui a demandé, est-ce que sur tel et tel et tel et tel échantillon, vous constatez des preuves d'une interaction physique, et il les a trouvées. Alors, il nous reste 5 minutes. Alors, avant de faire une petite revue des ouvrages, donc comme tu le suggérais tout à l'heure, Thibaut, des ouvrages essentiels et surtout des ouvrages les plus intéressants, les plus documentés. Selon vous, quel est le cas, en tout cas le plus important, le plus parlant, peut-être un cas récent d'ailleurs, Thibaut? Je dirais que pour moi il y a 2 cas. Il y en a des tas d'intéressants, mais si je devais en retenir 2, ce serait récent, ce serait le cas de Trans-en-Provence. Et un cas qui est très intéressant aussi, c'est celui du commandant du BOC, du vol Air France Nice-Londres, au début des années 90. Il y a eu une confirmation radar visuel, avec toutefois un décalage dans l'écho, mais qu'on peut expliquer par ailleurs. Et Thibaut, si tu devais conserver un cas ou 2? C'est super difficile. Moi, j'ai une passion, y compris pour les cas complètement ridicules, avec justement des viols. Je pense à Villas-Boas, le type qui dit plus ou moins être enlevé dans une soucoupe volante au Brésil, puis avoir fait l'amour avec une splendide créature aux yeux orientaux. Bon, tout cet aspect-là me plaît beaucoup, mais là, je trouve ça fandard. Après ça, les cas, moi, qui m'ont le plus étonné, je parlerai plutôt de vagues récentes. Il y en a une en 89-90 qui était au Mexique,
mais là qui est complètement hallucinante. Il y a des vidéos qui circulent dessus. Si vous tombez là-dessus et que vous voyez une armada d'ovnis dans le ciel, moi je me suis vraiment renseigné de très près sur ces cas-là. Ça s'est passé comme ça. Je veux dire, c'est hallucinant, mais c'est vrai. Là, il n'y a pas de trucage. Et la vague belge aussi, parce que là il y a des témoignages complètement délirants que tout le monde a vu. Tout le monde a vu au moins un ovni durant cette vague belge. Oui. Là il y a des photos prises par des patrouilles de gendarmerie, il y a des observations collectives, des centaines de témoins. On peut suivre l'itinéraire à la trace au travers des villages. Il y a des éco-radars qui sont enregistrés par des F-16, les objets fuient à des vitesses invraisemblables, 43G, c'est-à-dire 43G pour situer à nos auditeurs, avec nos technologies à nous, même si on y arrivait, ce qui est impossible, à faire voler un truc à 43G. Là, ce serait les yeux qui s'enfoncent dans l'orbite, la cage thoracique qui rentre à l'intérieur, les matières même se fracasseraient, y compris du métal, quoi. Donc on peut imaginer des drones à ce moment-là, des véhicules qui ne seraient pas habités. Pas forcément. On peut se poser la question, comment on pourrait se poser la question, comme Jean-Pierre Petit s'est posé la question, est-ce qu'on peut aller plus vite que le son, passer le mur du son sans émettre de bang? On pourrait se dire, est-ce que c'est possible de voler, de prendre des accélérations de 15, 20, 30 G et de les supporter? Il y a deux choses importantes. La première, c'est que si vous immergez un corps vivant dans un liquide, un poisson dans un bocal, vous lui faites prendre des jets d'accélération, il va beaucoup mieux les supporter. Le fluide autour, c'est le meilleur des pantalons anti-G. Ça, c'est la première chose. Ensuite, une accélération pulsée et non continue est mieux supportée. Vous le savez, dans cette émission, on aime explorer la face cachée du monde, on aime autant que possible donc mettre un petit peu de lumière sur les zones d'ombre. Et quel sujet plus infiniment riche et plus infiniment chargé de zones d'ombre que celui des ovnis. Alors on va essayer de faire un petit point ce soir avec deux invités. À ma droite, donc Thibaut Canuti, bonsoir. Bonsoir. Alors Thibaut Canuti, vous êtes conservateur des bibliothèques et vous êtes l'auteur d'un livre intitulé Un fait maudit, donc historique et phénoménologie du fait ovni. Voilà, donc on aura largement l'occasion d'en reparler au cours de l'émission. À ma gauche, Jérôme Frasson, bonsoir. Bonsoir Patrick. Alors Jérôme Frasson, vous êtes membre d'UFO-Science, qui est donc une association liée à l'étude. Oui. Ainsi que pilote amateur d'ailleurs, donc ça aura peut-être son importance pour la suite du débat. Alors bien évidemment, à nos côtés, Thomas, bonsoir à toi. Bonsoir Patrick, bonsoir nos deux invités, même plutôt en face de toi pour une fois. Oui, effectivement, puisque Thomas se trouve donc dans la régie aux côtés de Mika. Bonsoir Mika. Alors, au cours de cette émission, nous allons aborder des faits importants de la mythologie ovni. Nous allons rebondir dessus, nous allons débattre. Donc, n'hésitez pas à intervenir quand vous le voulez. Et je voulais démarrer par les éléments fondateurs. Et donc, Thibaut, vous me disiez hors antenne que les éléments fondateurs eux-mêmes sont très discutés. Donc, l'élément fondateur de l'ufologie moderne au XXe siècle, en tout cas, c'est l'observation de Kenneth Arnold. Oui, absolument, c'est ça. Oui, c'est en tout cas l'élément fondateur d'un point de vue médiatique, quoi. C'est les 9 soucoupes au-dessus du Mont Rainier qui sont observées par Kenneth Arnold, qui est un pilote amateur, et qui va entraîner ce Kenneth Arnold dans des enquêtes qui va un petit peu fonder l'ufologie. Mais comme je te disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on pourrait dire qu'il y a d'autres cas qui sont presque tout autant fondateurs. Donc on parlait de Fatima, que vous avez déjà traité dans votre émission, en 1917, et 1896-1897, une grande vague d'ovnis qui dure à peu près 1 an et demi au-dessus des États-Unis en l'occurrence. Et alors ce que vous dites dans votre ouvrage, c'est que le phénomène ovni, contrairement à ce qu'on peut imaginer, il est quasiment aussi ancien que l'humanité, puisque dans beaucoup de textes antiques et dans beaucoup de cosmogonies, on retrouve des éléments qui peuvent s'apparenter à la mythologie ovni, des observations dans le ciel, etc., des représentations. Alors donc, vous en parlez au début de votre livre, je crois. Oui, absolument. Alors, c'est vrai que je m'attarde pas spécialement là-dessus, pour plein de raisons, parce qu'évidemment, il y a une distance qui fait que, bon, ces faits-là ne peuvent pas être appréhendés de la même manière. Il y avait des connaissances astronomiques qui n'étaient pas là. Je pense que Jérôme pourra en dire 2 mots. Pour autant, c'est vrai qu'on retrouve trace à peu près dans toutes les grandes mythologies, dans toutes les grandes cosmogonies, dans les textes religieux, notamment, et d'ailleurs assez clairement, d'entités venues du ciel, souvent à bord de vaisseaux. On retrouve ça notamment dans les mythes de l'ancienne Sumer. Et puis on retrouve des tas de cas, des boucliers volants à l'époque romaine, j'en passe et des meilleurs. Et ce qui est à la limite peut-être même encore plus intéressant, c'est que on retrouve aussi cette aspiration chez l'être humain, c'est-à-dire que effectivement dès l'Antiquité en tout cas c'est sûr, on a des
des auteurs qui postulent de mondes habités à l'extérieur de notre galaxie. Alors Jérôme, en tant que pilote amateur, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le cas justement de Kenneth Arnold, qui a été le créateur du terme soucoupe volante, donc Flying Saucer. Alors, le terme Flying Saucer, c'est un terme qui a été créé en fait par Kenneth Arnold pour donner un nom à ce qu'il avait vu. En fait, Kenneth Arnold était un homme d'affaires et en 1947, il prend son avion pour se rendre à un rendez-vous professionnel. Et là, il survole les montagnes à un moment donné et il aperçoit une série d'engins bizarres. En fait, ils n'avaient pas la forme de soucoupe, ces engins, ils avaient une forme de V. Et il les décrira plus tard comme, il dira, c'était comme des engins, c'était comme des soucoupes qui ricochaient sur l'eau. Flying saucers, des soucoupes volantes, littéralement. Et c'est ce terme qui a fait écho dans la presse et qui est devenu un terme acquis, en fait, soucoupe volante, puisqu'avant les gens n'avaient pas le moyen de dire vraiment ce qu'ils voyaient, parler de choses dans le ciel, de globes, etc. Alors, excusez-moi, une petite, si on veut vraiment taper dans l'histoire, il y a un cas qui se passe à la fin du 19e siècle aussi, et où on a déjà une évocation comme ça. Donc ça, c'est assez intéressant. On a déjà, je crois que c'est en 1878, je retrouve pas là dans mon bouquin la page exacte où il y a ça, mais il y a une évocation comme ça d'un témoin qui dit effectivement qu'on aurait dit une assiette renversée comme ça qui ricoche sur l'eau. Donc c'est intéressant parce que déjà il y a une similitude de forme, mais ça qui est très ancienne, qu'on retrouve quand on fait des recherches autour de ce type d'observation dans l'histoire. Et puis plus intéressant, il y a une similitude de mouvement, c'est-à-dire un mouvement comme ça qui est assez erratique, qui a désordonné, comme si il était mu par quelque chose, en tout cas un principe qui est pas celui de nos avions modernes, quoi. Voilà. Alors, dans l'inconscient collectif, un des événements, si ce n'est l'événement le plus important, celui qui est le plus connu en tout cas, de l'ufologie moderne, c'est bien évidemment le cas de Roswell, donc en 47. Alors, qui veut démarrer par rapport à cette histoire, Thibaut? Déjà, comment est-ce que l'objet de Roswell est découvert à la base? Bon, Roswell, pour faire bref, parce que c'est vraiment une histoire puis que certainement tes auditeurs connaissent, mais Roswell, en gros, c'est un fermier qui découvre, donc il s'appelle Mac Brazel, qui découvre des débris assez étranges, assez exotiques, enfin en tout cas aux propriétés complètement exotiques, qui va laisser traîner ça un moment parce qu'en gros il a des moutons à ranger, le type il a vraiment d'autres choses à faire, quoi. Et puis il va aller trouver le shérif du coin, il lui en parle, ils préviennent l'armée et à partir de là tout s'accélère. Il y a d'abord donc une première annonce assez étrange là-dessus, les spécialistes de la question s'accordent pas trop sur l'interprétation à donner à ces faits, mais il y a une première annonce de l'armée qui déclare en gros on a trouvé une soucoupe volante, et une seconde le lendemain qui dit la soucoupe volante c'était des débris d'un ballon météo, quoi, en gros absolument banal. Et de là se suit une controverse absolument phénoménale. En gros, le phénomène reste, enfin le mythe Roswell va rester enterré pendant à peu près 20 ans. Mais il est dans les coulisses, il traîne dans les coulisses de l'ufologie. Notamment, il y a un bouquin de Frank Edwards qui sort en 66, dont je me rappelle plus le titre. Mais qui dit c'est comme cette histoire à Roswell au Nouveau-Mexique où finalement l'armée est venue, a tout bouclé et a fait croire que c'était un ballon météo, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et après, en 78, il y a Jess Marcel qui était le major du renseignement de la base de Roswell, qui lâche le morceau, qui est à la retraite, puis qui dit écoutez, c'était pas un ballon météo, moi les propriétés des débris que j'ai trouvés, c'était une élasticité étrange, on pouvait froisser l'objet, il revenait dans une surface plane, des baguettes de balsa, des espèces de hiéroglyphes. Il ramène tout ça d'ailleurs dans la nuit, tellement il est choqué, le gars, à sa famille. Il montre ça à son fils qui s'en souvient encore. Et de là, alors s'ensuit aujourd'hui, je veux dire, c'est plusieurs centaines de témoins directs et indirects de cette histoire-là. Et alors donc ce Mac Brazel, est-ce qu'on sait ce qui lui arrive après l'observation? Jérôme Mais il m'a semblé avoir entendu dire que tout subitement, il a abandonné l'affaire et puis il s'était retrouvé dans une très bonne situation, une nouvelle ferme, etc. Mac Brazel, ce qui est sûr, c'est que, excuse-moi, Jérôme, mais il va enregistrer une émission de radio avec un certain Walt Whitmore, donc la radio locale qui s'appelle KGFL. Finalement, il le dit à quelques personnes, certaines personnes de son entourage, sa famille.
là, après finalement plusieurs jours dans une base, qui vont aux États-Unis, des témoins qui engagent une responsabilité juridique pour ceux qui les disent. Et là, le type disparaît pendant plusieurs jours. Et quand il revient, il a une camionnette neuve, apparemment. Et il dit plus jamais je reparlerai de ça, et si je retrouve des débris, je préviendrai pas l'armée. C'est tout ce que j'ai à dire, en gros. Et après, il va se taire pendant des années, sauf sa fille qui va parler bien des années plus tard. Alors bon, arrêtez-moi si je me trompe, mais je crois que après le crash, il y a eu un article dans la presse locale dans lequel l'armée disait avoir récupéré un OVNI avant de s'être démenti par la suite. Donc ça, est-ce que c'est pas une tentative de désinformer la population en leur faisant croire qu'il y a quelque chose alors qu'il n'y a rien, pour cacher peut-être des trucs plus importants? On sait que bon, il y avait une espèce de course à l'OVNI aussi avec la Russie notamment. Qu'est-ce que vous pensez de cette hypothèse-là? Pourquoi se démentir juste après avoir admis qu'il y avait eu un OVNI? Non, pas de... Il y a des explications qui sont avancées, elles valent ce qu'elles valent. C'est difficile d'y voir clair dans la dialectique, dans la communication militaire, surtout une communication qui a 60 ans d'âge. Ce qu'on peut dire, c'est que peut-être, en fait, c'était peut-être un des tout premiers cas où on récupérait des engins comme ça exotiques et où on savait pas trop en fait quelle était la marge de manœuvre à suivre. Donc ça peut être une hypothèse. En fait, ils ont commencé par dire la vérité, pour finir par reconnaître au dernier moment, en cata, pour ainsi dire, on a fait une connerie, finalement c'était autre chose. Peut-être qu'il y a eu aussi des canaux d'information qui ont été saturés, ils n'étaient pas ce qu'ils étaient à l'époque, donc il y a peut-être eu en fait tout simplement un cafouillage. L'armée est coutumière de ce genre de choses. Mais d'ailleurs, il me semble qu'il y a eu un démenti définitif, il y a quelques années de ça. L'armée est revenue sur l'affaire de Roswell, parce qu'on en parlait beaucoup, parce que entre-temps les X-Files sont passés par là, donc c'est vrai que ça a remis un petit peu l'histoire sur le devant de la scène. Et donc l'armée a redémenti catégoriquement en disant c'était bien un ballon météo et les corps qui ont été retrouvés étaient ceux de mannequins de bois, je crois, ou quelque chose. Non ? Au sujet de la fameuse autopsie de Roswell dont on a entendu parler il y a quelques années, il y a quelque chose de beaucoup plus pervers que ça en matière de désinformation. C'est que, comment dirais-je ? On a eu ce fameux film qui a été distribué où on montrait une soi-disant autopsie d'un corps extraterrestre. De Ressentilly, oui. Voilà. Et quelques temps plus tard, l'auteur de ce film s'est révélé à la presse et a dit c'est moi qui ai fait ça, c'était un Anglais. Ça l'a beaucoup amusé que le film fasse le tour en fait de la planète. Ce qu'il y a, c'est que ce qui est très étrange, c'est que dans ce domaine-là, si vous voulez, si quelque chose ne peut plus être contenu, parce que garder un secret pendant 60 ans, c'est très très long, c'est pas possible, il y a automatiquement des fuites au bout d'un moment. L'administration américaine, elle est tellement énorme qu'il finit par sortir des bribes. Que le dernier rempart, je dirais, des informations, c'est de tout livrer en vrac, de faire étalage de tout, pour que ça paraisse tellement invraisemblable que ça soit rejeté d'office. Et à la limite, si on mélange du mensonge à la vérité et qu'on le fait ressortir comme étant quelque chose de faux, c'est-à-dire ce film, cette fameuse autopsie, les gens vont considérer que tout le reste est faux. Alors que c'est pas forcément le cas. Et oui, il y a ça, si tu me permets, Patrick. Puis alors, il y a un autre truc, c'est que cette vidéo, en fait, elle sort à un moment super opportun. C'est-à-dire qu'elle sort à un moment donné où il y a ce qu'on a appelé le rapport du GAO. Alors le GAO, il faut savoir, c'est le General Account Office, c'est l'équivalent de notre Cour des comptes, à peu près aux États-Unis. Et sous la pression de ses administrés, il y a un sénateur du Nouveau-Mexique qui s'appelle Steven Schiff et qui dit ok, d'accord, ça fait des dizaines d'années que ça traîne cette histoire de Roswell. Moi, je suis sénateur, je vais aller réclamer la vérité. Et là, toutes les portes se claquent devant lui. Donc finalement, il s'énerve, mais véritablement, il n'aime pas du tout qu'on le traite comme ça. Et il soumet une requête au GAO. Et alors là, quand on soumet une requête au GAO, ça se passe comme ça, le GAO, on est obligé de lui répondre. Donc le GAO, par contre, on ne peut pas lui fermer les portes. Et là, le GAO va voir, un par un, toutes les centrales de renseignement, fait des requêtes très précises à partir de mots-clés et tout. Et à partir de ce moment-là, je veux dire, quand il commence à être manifeste que le GAO va sortir un rapport qui sera assez craignos pour les autorités, à ce moment-là, comme par hasard, sort effectivement cette vidéo qui accapare toute l'attention et qui est manifestement effectivement une rigolade et qui du coup va complètement faire passer sous silence les conclusions de ce rapport du GAO. Et le rapport du GAO, il sort en même temps que des articles au Washington Post. Les articles du Washington Post sur Roswell, il faut dire, le Washington Post, c'est l'équivalent du Monde, c'est très sérieux. Et là, il y a carrément des grands journalistes qui disent, ce qu'on peut dire de notre enquête, c'est que on dissimule something big, quelque chose d'important est dissimulé derrière ça. Et le rapport du GAO dit, nous, tout ce qu'on peut dire, c'est que, comme par hasard, toutes les archives ont disparu.
Alors ça, c'est un truc qui est complètement hallucinant, c'est que contrairement à toutes les règles en matière, ils retrouvent la trace de la destruction, mais sur le bordereau de destruction des archives, donc les archives de la base de Roswell, pendant une période de 2 ans qui couvre bien évidemment l'affaire de Roswell. Toutes les archives ont disparu. Les archives de la police militaire qui étaient indépendantes, les MP, les MP américains, avaient leurs propres archives, elles ont disparu aussi. Et comme ils en sont autour de cette affaire-là, le GAO demande aussi pour le MJ12, et là, on lui répond, alors il y a l'AFOSI, c'est les services secrets de l'Air Force, disent on a bien un document qui comporte les mots MJ12, mais on n'arrive pas à le trouver. Donc, mais c'est ça les réponses qui sont données. Je veux dire, il est disponible le rapport de l'Air Force. C'est assez hallucinant, quoi. Thomas ? Oui, non, moi je voulais un petit peu revenir sur la vidéo parce que l'hypothèse effectivement de sortir une vidéo pour décrédibiliser l'ensemble me paraît une hypothèse intéressante. Surtout que quand on se penche, et là je demande un petit peu votre avis là-dessus, quand on se penche sur cette vidéo, je trouve que pour une bonne blague, les moyens mis en œuvre dans la réalisation sont assez énormes. Enfin, je veux dire, même de nos jours où c'est devenu coutumier de faire des blagues sur Internet pour que ça fasse le tour du monde, etc., on a rarement vu des canulars aussi bien faits, ou alors c'était carrément des marques qui faisaient ça à vocation publicitaire, mais on a rarement vu des canulars aussi bien faits, circuler ou être distribués. Et c'est vrai que, mis à part certains détails, alors moi je pense à un dossier de Sciences et Vie qui avait étudié justement la vidéo, qui avait analysé donc plusieurs plans, etc., pour démontrer que ça tenait pas la route, et notamment grâce à des éléments de décor qu'il y avait, etc. Donc le dossier était solide, mais n'empêche que la vidéo, elle, je trouve, avait beaucoup de moyens pour quelqu'un en amateur qui a juste voulu faire marrer le monde, quoi. Mais de toute évidence, même si cette vidéo était réelle, même si à la base il y avait une vidéo d'une réelle autopsie, supposons, je veux dire, il suffit de faire circuler une vidéo qui soit un fake, qui soit ressemblante trait pour trait, qui soit une reconstitution, qui soit largement diffusée et qu'on va présenter ensuite comme un faux, officiellement. Du coup, même la vidéo de base, celle qui était réelle, automatiquement va être englobée avec l'autre. Automatiquement. On peut à la limite couper, faire un mélange de choses vraies et de choses fausses. Et puis, en l'occurrence, pour cette vidéo, je précise quand même que le type qui avait fait les effets spéciaux s'est dénoncé. C'est-à-dire, l'a dit, c'est moi. C'est moi qui ai fait ça, j'ai fermé ma gueule pendant des années, mais c'est moi. C'était un pro d'ailleurs. Et c'est ce que les membres du rapport Cometa, alors ceux qui connaissent les ovnis connaissent sûrement le rapport Cometa, appellent ça en fait de la désinformation amplifiante. Et c'est vrai que le meilleur moyen de faire en sorte qu'un truc soit carchérisé, qu'une idée soit carchérisée, c'est de mettre une avalanche de données plus ou moins fallacieuses. Et c'est vrai qu'après, le grand danger, c'est d'être incapable de faire le tri, finalement. C'est ce qui se passe. J'avais vu dans un documentaire justement sur Roswell que, à la même époque, on en parlait un petit peu tout à l'heure, les Russes avaient eux-mêmes leur propre film d'autopsie, puisqu'il y avait donc une espèce de course à l'OVNI, encore une fois, comme il y a pu y en avoir une dans les années 70 sur la parapsychologie. C'est le projet Stargate où c'était au premier qui réussirait à développer des dons de télépathie avec une utilité militaire. Et donc, est-ce qu'à la même époque, en Russie, il y a des cas célèbres, connus, liés aux ovnis dans ces années-là? À la même époque, non, pas que je sache. Et puis, c'était longtemps très très verrouillé. C'est-à-dire que autant aux États-Unis, c'était un phénomène médiatique, autant évidemment en URSS, les journaux, ils n'ont jamais parlé d'OVNI que quand on leur a dit de parler d'OVNI. Donc tout le début vraiment de l'époque ufologique, notamment les années 40, 50, 60, on n'en parle pas trop. Pas spécialement, en tout cas. Et quand on en parle, c'est plutôt pour dire que c'est des conneries d'Américains, en gros, quoi. Ouais. Et le seul bouquin qui est traduit à l'époque, c'est le bouquin de Menzel, Donald Menzel, qui était un phare américain, puisqu'il disait que les ovnis, c'était des couillonnades, quoi, en gros. Toujours dans Exocet à l'instant, c'était les Foo Fighters. Alors bon, j'ai choisi le morceau, je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est parce que les Foo Fighters, c'est avant tout le nom d'un phénomène observé dans les années 40-50, je crois. Seconde Guerre mondiale. Seconde Guerre mondiale. Donc des phénomènes lumineux qui pourchassaient les avions parfois. Tout à fait. Oui, voilà. qui tournaient autour des carlingues, qui sont repérés effectivement par les Alliés comme par les Allemands. Et c'est rigolo parce que ça y est, dans mon bouquin, tu retrouves trace des coupures de journaux américains qui disent c'est sûrement une arme secrète nazie et les Allemands qui disent c'est sûrement ces salauds d'Américains. D'accord. Okay. C'est vraiment ça. Voilà. Et donc Dave Grohl, le chanteur des Foo Fighters, étant fan du thème extraterrestre, c'est pour ça que le groupe s'appelle comme ça. Voilà.
Voilà. Alors, avant la pause, on parlait de Roswell. Et après Roswell, en 47, donc, là, il y a un événement qui est cher aux amateurs de conspiration. C'est la création du Majestic 12. Donc, Thibaut, tu l'as évoqué tout à l'heure, le MJ12. Et donc, ça serait le président Harry Truman qui aurait demandé la création d'un groupe d'études secret autour du sujet OVNI. Absolument, ouais. Le MJ12, ce sont d'abord des archives qui sortent de l'ombre dans les années 80. On ne sait pas trop finalement d'où elles viennent. C'est William Moore, tu m'arrêtes Jérôme si je dis des bêtises, mais c'est ça, qui ressort ça. Et en gros, ces archives disent qu'effectivement quelque chose a été récupéré à Roswell, qu'une commission ultra secrète a été chargée de gérer le dossier et ses retombées, parmi lesquelles on trouve alors essentiellement des hauts pontes militaires, des scientifiques très importants de l'époque, Van Warbush par exemple, l'astronome Donald Menzel dont on parlait, et cette commission en fait aurait géré le dossier OVNI